Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. Et c'est avec Ousmane Diaye de TV5 Monde, Laurent Depa, Coassi.com, un site en ligne basé à Abidjan, et puis Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI. Autour de deux événements judiciaires teintés de politique, la Guinée équatoriale, à propos de ce verdict du premier procès dit des biens mal acquis jugé ici en France. Théodorin Obiang, le fils du chef de l'État équato-guinéen, a été reconnu coupable. Et puis le Burkina Faso, au sujet de cette interpellation en France de François Compaoré, qui venait d'Abidjan. Le frère de l'ex-président burkinabé est, semble-t-il, recherché par la justice du Burkina Faso dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'est donc une première dans les annales judiciaires ici en France, ce procès des biens mal acquis, premier procès qui a abouti à la condamnation par la 32e chambre correctionnelle de Paris de Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen. Le résumé du sujet par Karine Barzégard de TV5 Monde. Tout juste sorti de la salle d'audience, maître Emmanuel Marcigny accuse le coup. Le verdict du tribunal correctionnel de Paris vient de tomber. Son client est coupable. C'est une décision militante, sans aucune surprise pour nous. Je n'ai rarement vu une décision motivée de la sorte qui fait fi du droit français, du droit international bien sûr, qui opère une immixtion totale dans les affaires intérieures de la Guinée équatoriale, puisqu'il va même jusqu'à dénier le rôle de vice-président et les activités de vice-président à l'international de notre client. Un client qui était absent comme lors du procès qui s'est déroulé cet été. Théodorin Nguema Obiang, fils du président Obiang et vice-président de la Guinée équatoriale, vient d'être condamné par la justice française. Motif : blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Une première dans l'affaire dite des biens mal acquis. La peine prononcée, 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende avec sursis. C'est un verdict historique qui a été rendu aujourd'hui, après une procédure historique. C'est le début de la fin de la loi d'impunité et d'immunité que les kleptocrates souhaitaient imaginer éternelle et universelle. L'autre volet du verdict, la confiscation de l'ensemble des biens de Théodorin Obiang saisis en France, dont un hôtel particulier avenue Foch, des dizaines de voitures de luxe et des milliers de bijoux, grands crus, meubles anciens et œuvres d'art. Le tout estimé à plus de 150 millions d'euros. Pour les ONG Sherpa et Transparency International à l'origine de la plainte, c'est une victoire et un soulagement. Voilà, on a entendu dans ce sujet aussi bien l'avocat donc de Théodorin Obiang que maître William Bourdon en deuxième lieu dans ce sujet qui se félicitait de la fin de ces fameux kleptocrates. Il est à la fois président de Sherpa et avocat donc de la partie civile dans cette affaire. Donc premier constat, Ousmane Diaye, malgré toutes les pressions exercées par Malabo sur le plan politique, notamment sur l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, chef de l'État français, malgré toutes les pressions politiques, diplomatiques et des avocats qui se sont succédés, des avocats français dans ce dossier, eh bien, ce procès a bel et bien eu lieu et il y a eu un verdict de prononcé, même si d'aucuns semblent dire que ce verdict est léger, il y a quand même 150 millions d'euros, l'équivalent de confisqués. Je pense que le rapport de force politique est assez intéressant. C'est Malabo, c'est la Guinée équatoriale. On ne peut pas dire que ça soit le pays le plus stratégique pour la France. Je me demande qu'est-ce que ça aurait été si c'est le Gabon, si c'est le Congo. J'ai toujours ça devrait venir, ça va venir. Oui, bien sûr, mais on verra ce que ça va être. J'ai toujours été... je me suis toujours posé la question, pourquoi ça commence par la Guinée équatoriale? Est-ce un hasard? Je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres potentats, il y a d'autres personnalités plus controversées sur ce sujet. Autre problème que j'ai, moi j'ai un problème avec le terme de bien mal acquis, parce que je ne sais pas à quoi ça renvoie. C'est un terme juridique, c'est un terme des ONG, je ne sais pas. Plutôt journalistique et des ONG à mon avis. Parce que je ne sais pas s'il est accusé de corruption, de détournement de vol. Alors là, on a parlé de blanchiment, Ousmane. Il a été reconnu coupable de blanchiment, c'est-à-dire d'avoir utilisé de l'argent d'origine peu claire pour des dépenses en France qui
qui ont Bien sûr. qui ont été chiffrés à 150 millions Mais j'ai d'euros. l'impression qu'avec ces termes, il y a une facilité intellectuelle. Il y a pas, je trouve que c'est pas exigeant de dire bien mal acquis. À partir de, c'est quoi le bien? C'est un jugement de valeur, le bien. Non, mais bien sûr. Il y a quelque chose de non précis et de très, très friable dans ce terme-là. Jean-Baptiste, je vous voyais hocher la tête, comme pour exprimer votre accord avec Ousmane, à propos du fait que pourquoi on a choisi d'abord la Guinée équatoriale dans cette affaire. C'est une proie facile. C'est une proie facile. Et d'abord, la Guinée équatoriale ne fait pas partie initialement du précaré français. Et ces gens se retrouvent dans le viseur de Sherpa à Paris uniquement parce qu'un jour, ils ont décidé d'adhérer à la zone franc et que, effectivement, le fils du président de Guinée équatoriale vient faire des dépenses inacceptables, extravagantes, Il n'est pas le seul. ici à Paris. Mais s'il y avait vraiment un problème, il fallait commencer par le Gabon, par le Congo, Brazzaville. Pourquoi? C'est une proie facile et il faut faire attention à ne pas susciter, à partir de cette façon d'aborder ce genre de sujet, les mêmes réactions que ce qu'on a Avec la CPI. avec la CPI, exactement, parce que on n'attaque pas le président de la Guinée équatoriale, on attaque son fils. Et son fils pour, j'allais dire, des comportements d'enfants d'enfants gâtés, tout simplement. Et la notion de bien mal acquis à laquelle faisait référence Ousmane, c'est justement dans la fameuse citation très ancienne, bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est à cela qu'il renvoie et c'est exactement... Donc il y a une notion quand même moralisante, moralisateur qui est un peu gênant, non, Laurent? Mais il y a surtout aussi dans cette démarche de Sherpa de vouloir moraliser le comportement des dirigeants africains, dans cette démarche de transparence internationale de vouloir moraliser les dirigeants africains. Car excepté un Syrien, oui. Le Qatar, l'Arabie Saoudite et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ici avec l'argent de leur pays et pourquoi ne s'en prend-on pas à eux? Alors je pense qu'il y a surtout aussi, ça n'altérera en rien la carrière politique de Théodorine qui sera sans nul doute le prochain président. À son père, Premièrement. Deuxièmement, c'est plutôt une malchance peut-être pour les Équato-Guinéens. Ils ne sont pas sortis d'affaires. Deuxièmement, ça montre aussi que les politiciens ont beaucoup d'argent, ça on le sait, on embrasse beaucoup, ça permet un peu de chiffrer et surtout, ça fait un gros coup de com' aussi à la lutte contre le blanchiment. C'est-à-dire qu'avec ça c'est un peu une caricature. Théodorine est présenté un peu comme une caricature du mec qui a beaucoup d'argent et qui fait rentrer en France. Et c'est... moi, je pense, une manière de communiquer sur le blanchiment. Mais c'est surtout des peines avec sursis. Il faut savoir qu'on parle de confiscation, mais ça n'est pas confisqué parce qu'ils ont porté plainte au niveau de la Cour internationale de justice. Donc, il n'y a rien de confisqué. C'est du sursis. Donc, pour moi, c'est un avertissement et avant tout un coup de com' pour la lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà. En tout cas, en l'état de la procédure, Ousmane peine avec sursis, notamment les 30 millions d'euros d'amende, mais les 150 millions d'euros, l'évaluation de ses dépenses ici en France, eh bien, ça va être confisqué. Et on ne songe, en tout cas, il n'y a aucune disposition de la loi française qui prévoit de restituer cet argent au peuple équato-guinéen. Oui, c'est ça. Parce que moi, la question qui se pose aussi, est-ce que ça profite au peuple équato-guinéen? Est-ce que ces biens vont se retrouver où? Et puis, il y a une question qui n'est jamais abordée. C'est-à-dire, si Théodorine Obiang Nguema a pu acquérir ces biens mal acquis, c'est pas des banquiers français, des notaires français. Je pense que la chaîne d'implication est française. Donc, je peux pas on ne peut pas juger, condamner Théodore Obiang Nguema et bizarrement ne pas condamner les banques. Autre chose aussi sur la démarche de 30 par ainsi, de Sherpa, de ces ONG. Je pense que oui, pourquoi pas, à supposer qu'ils veulent moraliser, extirper la corruption, mais qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. Par exemple, moi je trouve qu'il est assez contradictoire. On est en Afrique centrale. La Guinée équatoriale est membre de la Banque centrale des États d'Afrique centrale. Et on sait quand même qu'il y a eu l'un des plus grands scandales de corruption, de détournement au niveau de la BEAC. Au niveau de la BEAC. Mais qui défend l'accusé?
Maître William Bourdon de Serpa. Il n'y a pas une contradiction? Bien sûr. On parle beaucoup de conflits d'intérêts. ouais. On parle beaucoup de conflits d'intérêts, justement, dans ces affaires de biens mal acquis. D'abord, on sélectionne donc ceux que l'on veut déférer devant la justice française. Par ailleurs, effectivement, on est à la fois président d'une association, avocat de cette association. On a une clientèle africaine d'élite. Enfin bref, tout ça, évidemment, commence à poser problème. Indépendamment, finalement, de la démarche raisonnable qui est de demander à des comptes à des gens qui piquent dans la caisse. Bien sûr. Et puis, vous savez, moi, je ne suis jamais allé en Guinée équatoriale. C'est une lacune majeure. Mais on nous rapporte que c'est un pays qui a des infrastructures. Et quand on y va, on constate, contrairement à des pays comme le Gabon ou comme le Congo-Brazzaville, qui a eu, disons, une partie au moins qui est restée dans le pays. Dans le pays. Ça change au Gabon, ça bouge. Oui, d'accord. Ouais. Mais vous savez, on a toujours des confidences. Quelqu'un se trouvait pas loin d'Ali Bongo lors de sa première visite en Guinée équatoriale. Et il avait l'air hébété parce qu'il n'imaginait pas que ce pays qu'ils ont tant méprisé était des fonds beaucoup plus avancé que... Et sur l'aspect conflit d'intérêts entre avocats... Mais ça, c'est bien sûr qu'il faut... Non, il faut que, effectivement, les gens... Vous savez, les Américains ont des pratiques qui sont très claires et convaincantes en la matière. C'est-à-dire, quand on dit Maître William Bourdon, on dira... Il a défendu tel, il a investi dans tel type d'activité. On décline d'où parle la personne. Et le fait que les Équato-Guinéens puissent mettre en doute sa crédibilité, entre guillemets, ou son impartialité, et que nous n'ayons rien eu comme réponse aux accusations qui étaient portées contre lui, est assez triste. Ouais. Cela n'empêche que les Équato-Guinéens, il y en a aussi qui sont très malheureux et qui vivent très mal. Il faut que la richesse de leur pays serve aux intérêts du pays et de tous. Juste un mot, donc Malabo ne va pas s'arrêter là. La procédure, la bataille judiciaire va se poursuivre. Alors, on le disait tout à l'heure, à part l'oncle de Bachar al-Assad qui a été dépossédé de ses biens dans le cadre des biens mal acquis, il n'y a que effectivement des Africains, en tout cas des pays africains, qui sont visés par Sherpa Transparency International. C'est le Gabon, et toujours les mêmes. Voilà, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Voilà. Alors là aussi, c'est pareil. Ils disent que c'est un acharnement et que de toute façon, quand bien même il y aurait peut-être de l'argent détourné, ça regarde des États souverains et non la justice française. Après, moi, je tiens à préciser quelque chose qui est très important. Autant ces démarches, moi, j'ai une position critique, autant aussi j'ai une position critique sur comment est gérée la Guinée équatoriale. Moi, je trouve que cette absence, ce pouvoir discontinu depuis bientôt 40 ans pose problème. Bien sûr. Il pose problème en termes de transparence, de corruption. Quelles que puissent être les réalisations faites, on ne peut pas être éternel. Et l'absence d'alternance est un indicateur de la non-démocratie et de la non-liberté d'expression. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais je le précise quand même. C'est lié. Bien sûr, c'est lié. C'est valable pour le Gabon. Ça conforte leurs accusateurs, en tout cas. Oui, c'est sûr. Voilà. Bien sûr qu'il faut que démocratie survienne. La question de la longévité au pouvoir et de la corruption, pour moi, est liée. Bien sûr, dans cette affaire. Voilà. RFI TV5 Mandel, on passe au dernier sujet d'Afrique Presse. Cette brève arrestation ici à Paris de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Le résumé de Laure de Matos de TV5 Monde. François Compaoré rejoint son avocat pour déjeuner. Ah oui, je suis vraiment très content de la décision du parquet ici. Le frère cadet de Blaise Compaoré est donc libre de ses mouvements, mais placé sous contrôle judiciaire. Il n'a passé que quelques heures à l'aéroport de Paris-Roissy en zone d'attente.
La suite dépendra d'une éventuelle demande d'extradition que le Burkina Faso doit faire valoir en bonne et due forme en France, ce qui n'a pas encore été fait selon l'avocat de François Compaoré. Lui reste confiant pour la suite. La question qui va se poser est de savoir si on peut juger un homme alors que les faits pour lesquels il serait jugé datent de 98. Et deuxième chose, est-ce que c'est judiciaire ou politique? Réponse, c'est politique. C'est un procès Compaoré qu'on cherche et non pas un procès concernant un assassinat possible en 98. L'homme assassiné, c'est lui, Norbert Zongo, retrouvé carbonisé dans son véhicule avec 3 de ses compagnons en 1998. Il était la figure du journalisme d'investigation au Burkina. Et François Compaoré est poursuivi dans cette affaire pour incitation à assassinat. À Ouagadougou, au Centre national de presse qui porte le nom de Norbert Zongo, les anciens confrères du journaliste assassiné accusent le coup. Mais ça aussi, ça s'est dit. Maintenant, c'est les autorités françaises qui se foutent de nous. Parce que mieux vaut ne l'avoir même pas arrêté. Parce que si c'est pour l'arrêter et puis le lasser aussitôt, je ne comprends pas. L'avocat de la famille Zongo, de son côté, attend sereinement les suites de la procédure. Nous sommes convaincus que la justice française va purement et simplement extrader M. François Compaoré vers le Burkina Faso pour qu'il s'explique au regard des charges et des éléments qui l'accablent. François Compaoré a fui son pays fin octobre 2014 avec son frère, l'ancien président Blaise Compaoré, renversé par son peuple après 27 ans de règne. Voilà, Ousmane Diaye, François Compaoré, rattrapé à mon avis par 2 choses. Un assassinat jamais élucidé, celui de notre confrère Zongo, et puis plus récemment par cette interview à Jeune Afrique où il se vantait de circuler librement, notamment entre Abidjan et Paris, sans être inquiété. Voilà. Oui, mais je pense qu'il y a un vrai problème de célérité. Et son avocat de dire que l'affaire est politique. Oui, puis il y a un vrai problème de célérité de la justice, en tout cas de la justice du Burkina Faso. Est-ce qu'il y a eu le mandat d'arrêt? Il existe depuis fort longtemps. Le Burkina n'a jamais tapé sur la table ou exigé qu'il soit exécuté. C'est après la brève arrestation que le Burkina l'a fait. Donc oui, bien sûr. Est-ce que c'est pas l'interview L'interview, bien sûr. À un moment donné, je pense qu'il s'est tellement cru devoir intouchable que oui, je parle. Et puis en plus, alors dans l'interview, il se dit quand même prêt à répondre à la justice. Je l'ai dit, c'était bien qu'on prenne au mot. Je pense qu'il va reparler de sitôt. Le volet politique de son avocat, c'est de bonne guerre, mais certes, il y a une dimension politique, mais il reste une chose. Norbert Zongo a été bien assassiné, et je pense qu'il a droit à un procès. Les Burkinabés ont droit à un procès. Voilà, comme dans l'affaire de Karim Wade au Sénégal, Maître Sûr, qui était l'avocat de Karim Wade, utilise les mêmes arguments. On embête François Compaoré pour des raisons politiques, et puis à supposer que ce procès ait lieu. C'est dans son intérêt d'ailleurs de clarifier les choses, François Compaoré. Peut-être que son avocat va dire, voilà, c'est un procès politique par frère interposé. Jean-Baptiste. Politique, mais l'assassinat lui-même est politique aussi, puisque... il a été tué parce qu'il s'intéressait à la famille du président de la République. Ce qui est triste, moi, ce que je constate là, le fait que François Compaoré, en dépit de ce qui vient de lui arriver, continue de se mettre en scène. Oui, pour nos auditeurs, ceux de RFI, on voit M. Compaoré dans les images d'illustration dans un restaurant chic des Champs-Élysées en compagnie de son avocat, Maître Sûr, avec une grande tablée. Voilà. Et en fait, les arguments de son avocat sont tout aussi tristes. Parce que vous vous souvenez, le jour de son interpellation, il a commencé par dire il n'est pas en prison, il n'a pas été arrêté. C'est-à-dire le fait de devoir expliquer qu'il n'y a rien de choquant à être interpellé à sa descente d'avion alors qu'il attendait peut-être sa famille ou son protocole personnel pour l'amener chez lui et qu'on le contrarie dans ses mouvements. Que cela ne soit pas grave, tant mieux pour lui. Mais la réalité, comme le disait Ousmane tout à l'heure, c'est que Norbert Zongo est bel et bien mort
il est mort dans des conditions... nous sommes journalistes et c'est terrible d'imaginer que le seul fait de s'intéresser, de vouloir élucider la mort de quelqu'un d'autre dans un pays comme journaliste, vous destine à ce genre de fin. Et maintenant, il s'est mis en scène dans Jeune Afrique. On lui demande de s'expliquer. Et il disait qu'il était prêt à s'expliquer. Mais là, il est dans la posture de la victime. Il peut prendre l'avion pour aller à Ouaga. Absolument. Et puis cette façon de renvoyer à son avocat de dire oui, c'était en 93, on ne peut pas le juger. Mais 98, quelqu'un est mort. Pardon, c'est assez léger comme argument. Absolument. Laurent, alors on a interpellé François Compaoré ici à Paris. Il venait d'Abidjan. Pourquoi ne l'a-t-on pas interpellé à Abidjan, puisque le mandat d'arrêt burkinabé est applicable aussi, que je sache. On ne livre pas ses amis. D'accord. Oui, voilà. Et il faut dire aussi que l'Ivoirien, parce que c'est un Ivoirien, François Compaoré, comme Blaise, également accédé à la nationalité. Ils sont Ivoiriens. Donc, voilà. Mais dans ce cas de cette affaire-là, ce qui est intéressant maintenant, c'est que ça devient une affaire française. C'est-à-dire, est-ce que la justice française va extrader François Compaoré? Et pour ça, en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, peut-être qu'ils nous échappent, parce que à Ouaga, il y a une grosse pression. Caboret, le pouvoir fait face à une grosse pression. Le pouvoir tient même à un fil. Les mouvements de la société civile poussent. Il y a deux affaires. Celle de Thomas Sankara, celle de Norbert Zongo. Alors, plus les putschistes, les apprentis putschistes. Voilà, ça se pousse dans tous les côtés. Il y a même encore une manif, là on est vendredi, mais qui est appelée pour samedi, sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a des éléments nouveaux dans l'enquête qui permettraient de réouvrir cette enquête pour peut-être... enlever cette affaire de prescription. C'est ça que nous, on s'interroge. Est-ce que Podal, procureur, pour l'instant, il n'a pas encore dit, mais est-ce qu'ils ont des éléments avec peut-être les interrogatoires qui en fait viennent d'errer, des gens du RSP qui ont été emprisonnés, pour vraiment relancer cette affaire et faire en sorte que la justice française apprécie en disant « Ah oui, au regard des éléments qu'on nous envoie, il est évident que François Compaoré doit être extradé. » Mais dans le contexte burkinabé actuel, dans cette explosivité politique, la France va dire « Attention », le pouvoir là-bas, on est dans une phase post-révolutionnaire. Est-ce qu'on n'est pas dans un procès d'intention ou politique, si on va aller plus loin? Donc je pense qu'il y a quand même une appréciation qui est difficile pour la justice française pour l'extrader. Alors, est-ce que, Ousmane, il faut voir aussi peut-être dans cette interpellation, alors là, pour le coup, un aspect politique, c'est-à-dire un signal aussi, un changement à Paris. On sait qu'Emmanuel Macron, le nouveau chef de l'État, sera à Ouagadougou à la fin du mois pour un discours très attendu sur l'Afrique. Est-ce que cette interpellation de François Compaoré n'est pas aussi un signal genre, voilà, les mœurs, les pratiques vont peut-être changer? C'est vrai que l'agenda, la coïncidence est étonnante pour le moins. Après, moi, je suis d'accord avec Jean-Baptiste. Il est politique depuis le départ, ce dossier. Il est totalement politique. Par contre, le fait qu'il soit politique ne disculpe pas le volet judiciaire. C'est ça le problème de fond. C'est-à-dire, quand un journaliste d'investigation est assassiné, forcément, c'est une affaire politique. Et quand il a enquêté comme il a enquêté sur la famille présidentielle, la famille du président de la République, c'est forcément politique. Donc, le fait de dire que c'est politique, c'est que semble une certaine opinion dire c'est politique, donc c'est une manipulation. Non, c'est politique parce qu'il y a une base politique. Voilà, sans lire dans la pensée de Maître Sûr ou de décoder sa pensée, peut-être lorsqu'il dit que c'est politique, ça veut dire qu'on veut, à travers François Compaoré, régler des problèmes politiques avec son frère. Cette affaire a déjà été jugée. Et François Compaoré, en quelque sorte, n'a pas été inquiété dans cette affaire. Jusqu'ici. Et on considère que si ça s'est passé comme cela, c'est tout simplement parce qu'il est le frère de celui qui était le président à l'époque. Maintenant, on rouvre le dossier parce que le contexte a changé, ce qui est normal. Et la justice burkinabé a des problèmes elle-même, parce que ça veut dire qu'elle était sous influence au moment où on a laissé filer, en quelque sorte. C'est ça. Juger ce dossier, le clôturer. Sans inquiéter François. Maintenant, c'est vraiment triste que dans un pays comme celui-là, avec tous les problèmes qu'ils ont, qu'on ne puisse pas, en quelque sorte, les aider en simplifiant les choses. On amène ce monsieur devant les tribunaux
s'il est... bon, évidemment, s'il y arrive, je présume qu'il y a d'autres dossiers qu'on va sortir et qu'il n'en ressortira jamais. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas qu'il arrive là-bas. Mais il a intérêt à être plus discret s'il veut vraiment échapper à quelque chose. Oui, puis comme il clame partout qu'il est innocent, il a aussi intérêt à... Donc ça énerve les Burkinabés, ça énerve la rue, ça énerve les mouvements civils qui attendent ça depuis impatience et qui attendent aussi Macron là-dessus. Parce que Macron sera aussi interrogé à Ouaga là-dessus. Et notre affaire Sankara et notre affaire Norbert Zongo. Donc c'est aussi peut-être une manière pour Macron d'avoir quelque chose à répondre aussi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Diaye, merci Laurent Despas, merci à vous Jean-Baptiste Placas ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.